BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Bonsoir ou rebonsoir, si vous nous rejoignez. Merci d'avoir choisi BFM TV. Marion Maréchal est notre invitée politique ce soir. Elle va répondre à nos questions, à nos équipiers. J'ai une toute première question avant de donner la parole à Julie Hamet. C'est la sortie d'Astérix aujourd'hui. Est-ce que vous lisez Astérix? Oui, je l'ai lu, mais j'ai pas lu celui-là du coup. Ah, bon, c'est pour la même chose. Ce sont d'irréductibles Gaulois qui résistent aux envahisseurs. Je connais quand même. Vous connaissez ça, évidemment. Et il y a un passage, évidemment, qui va vous plaire dans Astérix, c'est page 9, où on voit Age Canonix qui voit arriver un nouvel étranger dans le village. C'est lui le méchant dans Astérix, et il dit « Encore un étranger, on est envahi ». Il va vous plaire, ce nouvel Astérix? J'étais sûre que ça allait commencer comme ça, cette émission. Je m'y étais préparée, mais je pensais pas que c'était Astérix. Ça tombe bien, si vous êtes préparé, alors vous allez pouvoir me répondre. Une blague nulle ou un truc, mais bon, voilà. Mais c'est bien, Astérix. Mais j'ai ri quand même, on s'était bien amusé. Alors c'est déjà mais pas mal. Astérix, c'est très bien, évidemment. C'est le nouvel album et on passe évidemment à des questions plus sérieuses. Et on commence par une question de Julie. Et oui, on voulait revenir sur la présentation du plan anti-émeute. C'était à la Sorbonne cet après-midi par Elisabeth Borne. Des mesures qui visent notamment les jeunes délinquants, puisque les rapports ont montré que les émeutiers de juin dernier étaient en majorité des hommes très jeunes, peu diplômés. Et voilà les mesures, donc, parmi elles présentées par la Première ministre. Un encadrement militaire pour les jeunes. On écoute Elisabeth Borne. Nous allons multiplier par 5 l'amende pour non-respect du couvre-feu en la portant à 750 €. Ensuite, nous allons proposer au Parlement de pouvoir placer des jeunes délinquants de manière obligatoire dans des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse. J'ajoute que dans certains cas, nous pouvons envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires qui pourront notamment transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi. Des mesures contre lesquelles on ne peut pas être. Non, je vais vous dire, moi je trouve que la réponse est très en deçà de ce qu'il faudrait, parce que la réalité c'est qu'il existe, vous savez, aujourd'hui une chose qui s'appelle la prison dans notre pays. Il y a des centres de détention pour mineurs qui existent aussi. Encore faut-il qu'il y ait des condamnations à la mesure de la gravité des actes, et qu'ensuite ces peines soient réalisées jusqu'au bout. Le problème, c'est plus la justice que la police, en fait. Oui, je veux dire, c'est d'ailleurs exactement ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire, de manière générale, je trouve qu'il y a toujours cette tentation de vouloir répondre par une présence policière accrue, comme s'il suffisait de mettre un policier derrière chaque citoyen pour apporter une réponse, alors que pour moi ça se situe davantage au niveau de la justice. En l'occurrence, Marion Maréchal, je me permets, au 1er août, sur la question de ces émeutes, plus de 2100 personnes impliquées dans ces violences avaient été jugées et 1989 condamnées. Donc 90% à une peine d'emprisonnement. Le problème, c'est que de manière générale, d'ailleurs c'est du sursis, ça n'est pas de la prison ferme. De manière générale également, ce sont des peines qui sont en deçà de 2 ans, donc ce sont des peines très souvent hors les murs. Et quand ces peines ont véritablement lieu, de manière générale, ils ne vont pas au bout de ces peines. On pourrait parler des émeutes, mais on pourrait même en parler plus généralement. Je suis encore tombée tout à l'heure sur une information qui expliquait que le meurtrier de cette personne au moment des fêtes de Bayonne, je ne sais pas si vous vous souvenez, Absolument. avait été condamné pour viol à 7 ans de prison. Il en était sorti 2 ou 3 ans après. Et il avait donc pu commettre le meurtre que nous avons. C'est pas possible. Mais c'est une information en l'occurrence qui vient d'un grand média. Charles Consigny. Madame Maréchal, je comprends pas que vous alliez sur ce terrain-là. De la justice. Oui, plutôt que sur d'autres terrains sur lesquels vous pourriez aller et qui seraient plus fondés. Je pense que vous devez peut-être penser, et là-dessus vous n'avez peut-être pas tort, que ces émeutes, elles sont dues pour partie à une immigration qui a été trop massive pendant quelques années et qui a fait qu'on n'a pas pu absorber les populations. Moi, c'est quelque chose que je vois dans mon métier d'avocat, par exemple, des familles avec des mères seules, le père qui est au pays et plus de 5 enfants et des mères débordées. En revanche, donc ça par exemple, c'est vrai. Mais vous allez... Vous faites les réponses à la place de Marion Maréchal. Surtout qu'en l'occurrence, Charles, 79% des émeutiers étaient de nationalité française. Oui, mais parfois d'origine étrangère. Et souvent d'origine étrangère. Mais vous allez... Information importante, parce que je vais dans votre sens. Donc voilà. C'est plutôt lui qui est allé dans le vôtre. Parfait, mais on se renvoie là. Oui, mais sur le pénal, vous racontez n'importe quoi. Il y a eu un rapport de police. Je raconte n'importe quoi sur le fait sur que l'exécution des peines. Oui. Excuse-moi, on a un juge d'application des peines qui existe en France et qui est d'ailleurs une spécificité notamment française. Ça n'existe pas dans tous les pays européens et qui participe malheureusement de ce phénomène. Mais pour vous répondre, il y a eu un rapport de police qui est sorti sur Paris et la Petite Couronne qui révèle qu'une très grande majorité des personnes qui ont été responsables des émeutes sont
pour une majorité française, vous avez raison, mais issue de l'immigration, deuxième ou troisième génération. Donc ça, c'est possible. Et donc, en revanche, on ne peut pas écarter le lien avec l'immigration. On peut pas. Attends, pardon, j'interviens parce qu'on peut pas écarter le lien avec l'immigration, certes, mais alors s'ils sont français, qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'il y a une corrélation, c'est-à-dire qu'on constate à travers ces émeutes que il y a un déficit d'assimilation. Il y a même j'ai envie de dire une hostilité bien souvent à l'égard de la France, que français finalement. une hostilité à l'égard de l'État. Non mais pardon, non mais si je peux pas. Excusez-moi, mais j'arrive pas. Finissez. Compliqué. Donc et le souci, si vous voulez, c'est que, et je suis d'accord en l'occurrence avec Charles Consigny, il faut traiter en aval sur la question de la réponse pénale, et là en l'occurrence on a un désaccord, je pense que la réponse pénale n'est pas à la hauteur indéniablement, et on manque de plaques de prison, et les juges eux-mêmes disent qu'ils gèrent la pénurie. Non, c'est pas faux, je suis désolée. On a un taux d'incarcération en deçà de la moyenne européenne. Et après, parce que ces discours-là m'agacent. Et on a pardon madame, il faut aller voir dans les tribunaux, les cours d'assises français, pour voir que la justice française, malheureusement, n'est absolument pas laxiste, bien au contraire, elle est très dure. Elle est très dure. Et vous pouvez me dire qu'aujourd'hui la majorité des gens vont au bout de leur peine. La réalité, c'est que la plupart vont pas au bout de leur peine. Mais les juges condamnent en fonction de ça. Les politiques pas, en tout cas. La réalité. Quand un juge met 7 ans de prison, par exemple, à quelqu'un, il sait qu'en réalité, il lui met à peu près 4 ans, 4 ans et demi. Il le sait. Simplement, vous ne sortez pas. Il faut permettre, si vous voulez que les gens se réinsèrent dans la société, si vous voulez qu'ils ne récidivent pas, il faut leur donner une espèce de petit espoir. Et pour ça, on leur permet, s'ils présentent... Donnons de l'espoir aux violeurs, et aux criminels. Mais non, vous savez que la petite délinquance de tous les jours, c'est pas des violences. Oui, sauf que la petite délinquance, elle va pas en prison. Les crédits de réduction de peine, allez voir en comparution immédiate. Allez voir en comparution immédiate à Paris. Vous seriez surpris. Vous seriez surprise. Détrompez-vous. Avant de faire la détention provisoire. Éric Zemmour, il a été accusé de viol plusieurs fois quand même, non? Qu'est-ce que vous dites? Éric Zemmour, il a été accusé de viol. Il y a eu des enquêtes de Mediapart. Vous êtes ridicule. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Ah, mais il y a eu des enquêtes de Mediapart. Donc il a été accusé de viol parce qu'une femme a dit que, soi-disant, il l'aurait violé. Vous pouvez jeter comme ça l'opprobre sur monsieur Zemmour sans aucune preuve. Une enquête journalistique. Il n'a pas été mis en examen. Il n'y a pas de mise en examen. Donc pas jugé. J'ai pas dit ça. Pardon, c'est une enquête journalistique parce qu'elle parlait de viol, etc. Vous ne répondez pas à côté de la plaque, monsieur. Non, mais à partir du moment où il n'a pas été mis en examen et pas condamné, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Il y a quand même une enquête journalistique qui a été faite. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais une enquête journalistique, c'est une condamnation de la justice pour vous? Bien sûr que non. N'importe quoi. Mais moralement, vous êtes parlez de complètement à ça. côté de la plaque. Mais allez demander à Zemmour dans ces cas-là. Moi, je voulais revenir sur les Églantine Delalleux. Je voulais revenir sur les Français d'origine immigrée. On en parlait, installés depuis 2 ou 3 générations. Pour vous, ce sont des Français ou des immigrés aujourd'hui? Si vous faites le lien avec l'immigration. Madame, il y a des personnes aujourd'hui qui ont la nationalité française. Parmi celles-ci, heureusement, dans les personnes immigrées, il y a des personnes qui sont des Françaises assimilées, qui aiment la France et qui ont leur place en France. Et il y a des personnes aujourd'hui, et je le dis très franchement, qui, selon moi, sont des Français de papier, c'est-à-dire des gens qui ont obtenu la nationalité française. Plus des immigrés que des Français, par un certain nombre de mécanismes que je trouve beaucoup plus laxistes. Excusez-moi, mais des Français de papier, c'est des gens qui, pour moi, n'adhèrent en rien ni aux valeurs françaises, ni au mode de vie français, ni à la culture française. Non, mais allez dans un HLM en banlieue, qui n'en maîtrisent pas correctement la langue, qui en méprisent l'histoire, excusez-moi, mais qui crache sur son état. Devenez livreuse Deliveroo. Excusez-moi, mais quand on commence, quand on commence à faire le tri entre des gens qui ont la même nationalité et à dénier à certains à dévitaliser leur nationalité, on va vers quelque chose qui est dangereux. C'est quoi l'étape d'après? Monsieur Consigny. Qu'est-ce que vous en faites des Français de papier, comme vous dites? La différence entre vous et moi, c'est que je n'ai pas changé d'avis sur le sujet. Vous avez fait partie de ceux qui, pendant des années, j'ai même retrouvé des propos de vous en 2021, expliquaient qu'il fallait pas avoir un discours trop dur sur l'immigration, avoir des discours trop martiaux. Fallait pas avoir un discours trop dur. Oui, vous aviez même été félicité à l'époque par Edoui Plenel et vous en avez été très content. Donc vous avez découvert, ça arrive. Aucun problème sur les grandes gueules 2021, Charles Consigny. Mais moi, je renie rien de ce que j'ai dit. Je vais vous dire. Vous avez découvert sur le tard. On laisse parler Madame Maréchal. Oui, on peut pas la laisser. Vous avez découvert. Non, je vous diffame pas. Je rappelle des propos que vous avez tenus. Non, mais ne faites pas. On laisse parler Marion Maréchal. Vous avez découvert sur le tard, et c'est tant mieux, qu'il y avait aujourd'hui un problème avec l'immigration. Mais c'est faux, je n'ai pas découvert sur le tard. Je saluais même Zemmour comme éditorialiste à l'époque où il n'était pas encore homme politique. Je disais que c'était un excellent éditorialiste. C'est vrai, jusqu'à ce que vous jouiez d'ailleurs la petite musique antifasciste pendant les élections présidentielles. Jusqu'à ce qu'il devienne à moitié fasciste. Quand vous souteniez à l'époque Valérie Pécresse.
m'intéresse. Oui, jusqu'à ce qu'il devienne dangereux. Oui, bien sûr, dangereux. Vous continuez de dire aujourd'hui que la menace qui pèse sur la France, c'est Éric Zemmour. Mais je pense qu'il tient un discours qui est dangereux. Le problème, c'est que si on en est là aujourd'hui, et s'il y a des professeurs décapités dans ce pays, c'est parce qu'il y a des gens comme vous qui, pendant 30 ans, ont dit à des gens comme moi qu'ils étaient l'extrême droite, qu'ils étaient des racistes, qu'ils étaient islamophobes. C'est à cause de profils comme vous, de gens qui, pendant des années, ont entretenu des mensonges et ont discrédité sur le plan moral, sur le plan politique, sur le plan intellectuel, tous ceux qui ont tenté d'alerter. Donc oui, la conséquence aujourd'hui, que ça vous plaise ou non... Franchement, je pense que c'est plutôt... mais attends, excusez-moi, je suis désolée de vous dire... excusez-moi, madame. Vous ne pouvez pas... Éric Zemmour fascisant. Vous êtes très gentil. Fascisant. Vous ne pouvez pas... Mais vous vous rendez compte des propos que vous tenez? Vous êtes très aimable et charmante. Vous n'allez pas accuser votre interlocuteur, quel qu'il soit, d'être à l'origine de la mort par décapitation d'un professeur de français. Traiter Éric Zemmour il faut que vous sachiez rester. Vous voyez, c'est là que vous êtes pas républicaine. Oui, Zemmour, il tient un discours, excusez-moi, qui fasciste. Oui, que moi je trouve tout à fait la menace dans ce pays, son discours de l'élection menace fascisante dans ce pays. Alors je vais vous dire, on a un immense désaccord. Non, c'est pas la seule. Les islamistes aussi sont la menace fascisante. Mais très bien, comme ça, les Français nous regarderont et feront le choix. En l'occurrence, notre monsieur, je le rappelle, qui n'est pas seulement éditorialiste ce soir, mais qui est prétendant à la tête de liste pour les Républicains aux prochaines. Rien du tout, vous savez. Il y en a qui arrivent, d'autres pas. Et vous avouerez qu'on ferait une belle affiche. Il n'est pas tout à fait neutre dans cette histoire parce qu'il joue personne n'a dit qu'il était neutre. Mais pas du tout. Mais je m'en fous complètement. Donc je vais vous dire. C'est la différence entre vous et moi. C'est que moi, je m'en fous complètement de tout ça. Monsieur Charles Consigny. Je dis les choses comme je les pense. Et je ne porte pas d'accusations infamantes et j'essaie de m'expliquer de manière pragmatique. N'allons pas dans l'infamie, c'est très bien. Il y a une grande différence entre vous et moi. Vous considérez aujourd'hui que la menace fascisante dans notre pays, c'est Éric Zemmour. Moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est l'islamisme. C'est la branche des frères musulmans en France qui, aujourd'hui, ont des mosquées, qui ont infiltré des centres socioculturels, des écoles, et qui prospèrent et qui participent, évidemment, du communautarisme, de la haine de notre pays, et qui trouvent un terreau favorable, bien sûr, dans l'immigration, que ça vous plaise ou non. C'est un fait. Moi, je dis pas le contraire. C'est un fait, et qui arme une partie de ces personnes, qu'ils soient d'ailleurs des immigrés deuxième, troisième génération, ou parfois même des clandestins, parce qu'on l'a déjà vu également. Donc oui, je fais un lien, et je dis aujourd'hui, et les Français trancheront, et je suis sûr qu'ils sont très nombreux à penser cela, qu'il y a aujourd'hui, oui, du fait de la politique d'accession de la nationalité, du fait du laxisme migratoire total, et en particulier de celui de ce gouvernement, toute une génération de Français de papier. Enfin, il y a eu beaucoup qui n'aiment pas des Français, qui n'aiment pas la France, qui la méprisent, qui Marion Maréchal, non seulement méconnaissent son histoire, ne dit pas qu'ils ne sont pas français, elle dit qu'ils sont français de papier. Oui, ils ont administrativement du terrorisme islamiste. Qui sont même carrément étrangers, vous voulez dire. Oui, non, mais il y a aussi des Français qui ont fait des actes terroristes, c'est pas que des étrangers. Il y a des gens qui avaient la nationalité française, en effet, vous avez raison, il y a eu toutes sortes de... Vous parlez que des étrangers. Il y a eu des clandestins, notamment venus de Lampedusa. Vous savez que dimanche, on va commémorer l'attaque de la basilique de Nice, donc un homme tunisien arrivé par Lampedusa qui, une semaine après, a poignardé des chrétiens dans cette église. Donc, si on peut revenvir un petit peu au sujet d'actualité. Alors, ce que dit justement... Au sujet d'actualité, ce que dit justement Gérald Darmanin, c'est qu'avec la loi immigration qui devrait être... qui va être mise sur la table, en tout cas dans les prochaines semaines, ça pourrait régler le problème. Parce qu'il y a plusieurs articles, notamment, qui permettent l'expulsion d'étrangers condamnés, même s'il s'agit d'une personne arrivée avant l'âge de 13 ans. Un autre article qui permet d'expulser un étranger accusé non condamné de non-respect des valeurs républicaines. Et tout ça, ça permettrait d'éviter, par exemple, de prochains attentats. Est-ce que si vous étiez député, c'est un projet de loi que vous auriez soutenu ? Alors, je considère que Gérald Darmanin n'a aucune légitimité et crédibilité pour porter ce projet de loi. Il est le ministre, avec d'ailleurs ce gouvernement Emmanuel Macron, qui a fait rentrer le plus d'immigrés légaux et illégaux de toute l'histoire de la Ve République. Il est un homme qui n'est même pas capable de faire appliquer la loi actuelle. Donc moi je veux bien qu'on durcisse, c'est une grande spécialité en France, dès qu'on doit faire de la communication, on durcit les lois, on n'est pas capable de faire appliquer les lois actuelles. Je rappelle... Et ce projet de loi immigration, il est bien ou pas selon vous ? Pardonnez-moi, mais je cite le préfet des Alpes-Maritimes, qui il y a quelques jours de ça dit, il y a dans les Alpes-Maritimes, seulement dans les Alpes-Maritimes, des centaines de fichiers, c'est des dizaines de personnes expulsables. Expulsables en l'état actuel du droit et qui ne sont pas expulsées. Encore aujourd'hui, j'ai vu qu'était écroué un clandestin, donc sous OQTF. Donc il y a une obligation de quitter le territoire français. Il a été identifié, on lui a demandé de partir. Qui a violé 3 femmes, une jeune fille de 14 ans, une femme enceinte de 6 mois et une autre femme à Chambéry. Et donc vous allez m'expliquer que ce même ministre de l'Intérieur, qui n'est déjà pas capable en réalité de faire appliquer la loi, va demain pouvoir révolutionner la gestion de la politique
Donc vous dites que le Donc la projet réponse est non, immigration vous sert à rien. ne voteriez pas Si vous étiez- j'étais à l'Assemblée Voilà. nationale et que des mesures allaient dans le bon sens, je le ferais, mais je ne crois pas que cette classe politique puisse apporter les solutions alors qu'il a contribué à la situation actuelle. Moi, je veux bien qu'on ait un Et ministre de l'Intérieur. la régularisation, parce que ça c'est un vrai problème au sein de ce projet de loi. On sait que, on va dire, les macronistes de gauche y sont favorables, ceux de droite un peu moins. La régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. On sait bien que dans la restauration ou ailleurs, on a besoin de main-d'œuvre et que certains méritent ces papiers. Alors, plusieurs choses. Déjà, je vous rassure, Gérald Darmanin n'a pas attendu ce projet de loi pour régulariser. Il l'a fait avec 200 clandestins il y a quelques jours de cela qui ont fait grève et qui ont donc obtenu leur titre de séjour. Première chose. Deuxième chose, je regarde quand même avec... S'il le méritait, s'il travaillait. Je regarde. Non, mais pardon, mais ça fait 40 ans qu'on entend ce discours. C'est-à-dire qu'on dit il y a des métiers en tension, faisons venir de l'immigration. On a fait venir l'immigration et les métiers sont toujours en tension. Donc on a un pays aujourd'hui qui a 800 000 emplois non pourvus, qui a en parallèle 5 millions de chômeurs, avec un chômage d'ailleurs qui progresse. Et on nous explique que la solution se trouve encore là-dedans, en disant un peu rapidement que, soi-disant, les Français ne voudraient pas faire ces métiers, alors que je précise quand même, parce que ça, ce sont des chiffres notamment de l'INSEE, 80% de ces fameux métiers, dans le BTP, dans la restauration, sont actuellement réalisés par des Français. Donc je pense surtout que c'est un phénomène de facilité qui ne tient pas surtout des conséquences derrière. Les personnes immigrées, c'est 39% des employés de maison, 28% des agents de gardiennage, 27% des ouvriers non qualifiés du BTP. C'est ce que vous êtes en train de me dire, ça veut dire qu'une très grande majorité en fait sont des Français. Oui, puisque c'est voilà. C'est rapport à des chiffres. Oui, mais moi c'est énorme. Non, mais c'est énorme, c'est ce que je dis. Non, c'est quand même énorme. C'est qu'on a besoin d'eux. C'est qu'on a besoin d'eux. Pardon, madame. C'est vrai que les Français ne veulent pas faire justement. Imaginez, la preuve que non, ils sont 80% à le faire dans ce métier. Le problème, si vous voulez, c'est que... Alors, suivons ce raisonnement. Très bien. Disons, nous allons régulariser en masse ceux qui sont rentrés clandestinement sur les territoires français. Que va-t-il se passer selon vous? C'est-à-dire, c'est évidemment un signal spectaculaire. Non, pardon, juste petite précision, pas ceux qui sont rentrés clandestinement sur le territoire français, ceux qui sont rentrés clandestinement et qui travaillent. C'est une petite précision supplémentaire. D'accord, très bien, mais enfin, ils travaillent. C'est important parce que ils travaillent de manière illégale. Vous liez ça souvent aux attentats. Rarement on a vu un terroriste être plongeur dans un restaurant. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui travaillent de façon évidemment non déclarée et illégale. Donc quel est le message qui va être envoyé? Eh bien, c'est pas 10 000 que nous aurons à Lampedusa en 24 heures comme il y a quelques semaines, c'est 15 000, 20 000, 30 000. Parce que évidemment, si vous envoyez ce signal et que vous dites aux personnes, venez, tentez la traversée au péril de votre vie d'ailleurs, et vous n'y survivrez peut-être pas. Mais si vous y arrivez, vous rentrez dans l'espace Schengen, vous arrivez en France, vous avez une chance d'être régularisé. De toute façon, vous aurez le regroupement familial, vos enfants vont être scolarisés, vous pourrez demain ou vos enfants obtenir la nationalité française. Vous imaginez bien que c'est parfaitement irresponsable et qu'on se retrouve face à une situation qui devient ingérable et qui est déjà ingérable. Alors moi, je veux bien qu'on explique qu'on a encore les moyens de pouvoir assumer cela, mais au regard de la situation, les émeutes, le déficit d'assimilation, le communautarisme, l'infiltration islamiste que nous subissions, l'importation des conflits étrangers aujourd'hui dans notre pays du fait des présences justement de communautés étrangères, le taux de chômage... pardonnez-moi, mais aujourd'hui c'est totalement noir que c'est totalement irresponsable. Oui, enfin, ou très blanche. Une réalité, vous êtes extrêmement drôle, monsieur. Une réalité douloureuse. Et je pense que ce ministre n'en a pas pris la mesure parce que précisément au moment où Giorgia Meloni voulait tenter de bloquer ce fameux trafic de passeurs avec un certain nombre d'ONG pour faire venir des clandestins en Italie, eh bien lui, au lieu de soutenir cette politique, il a accueilli à Toulon vous feriez, avec l'Ocean Viking. Oui, mais ça, franchement, eh bien, être ferme sur l'immigration, ça ne veut pas dire laisser des pauvres gens qui sont sur des rafios en train de couler se noyer dans la Méditerranée. On a le droit de vouloir contrôler les flux migratoires. Vous dites que les ONG... Personne ne dit cela. Personne ne dit on va laisser mourir. Alors qu'est-ce que vous faites? On les ramène sur les ports sûrs les plus proches, qui en l'occurrence était la Tunisie en ce qui les concerne. D'accord, donc on les met en Libye où ils se font torturer, parquer dans des... parqués dans des camps. C'est sûr, ça fait rêver. Et en Libye, c'est notre faute. Les ONG, non mais par exemple, assimiler des ONG. Moi, je suis pour la fermeté en matière migratoire et je suis d'accord sur le fait que... Je ne sais pas quand, alors du coup, parce que quand on vous écoute... J'ai jamais changé d'avis là-dessus. J'ai jamais changé, n'essayez pas, j'ai jamais changé. Donc la justice, tout va bien. Je dis pas ça, je dis que mais n'essayez pas de tout mélanger. Les clandestins qui arrivent, aucun problème. Je ne suis pas pour une fermeté en matière migratoire et je suis d'accord sur le fait que l'immigration trop massive, elle est porteuse de déséquilibre pour toute société, c'est normal, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour savoir ça. En revanche, assimiler... Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui ont mis du temps à le comprendre quand même, et qui encore aujourd'hui résistent à cette idée. Assimiler par exemple les ONG
les ONG qui aident les gens qui sont en train de se noyer dans la Méditerranée à des passeurs, comme vous venez de le faire, dire qu'elles participent du système. Moi je trouve qu'on va trop loin. Le problème, c'est que vous feignez... Oui, mais il y a eu des rapports des renseignements italiens qui ont attesté cela, qui l'ont prouvé. Vous feignez de ne pas voir jusqu'où peuvent aller vos paroles dans les actes. Par exemple, M. Orban, que vous soutenez, je crois, sauf erreur, sauf à ce que vous ayez changé d'avis, il laisse ses gardes-frontières brutaliser les gens qui essayent de passer la frontière dans le froid, dans la neige, à la frontière hongroise. Et on a des scènes atroces avec des gardes-frontières qui s'amusent... Je vous avais beaucoup parlé. Qui s'amusent à mettre... Je suis l'invité. Oui, mais j'ai le droit de poser des questions. Oui, mais posez-moi une question, alors. Vous avez... Posez-moi une question. C'est pas drôle, en l'occurrence. Qui s'amusent à mettre de l'eau froide dans les chaussures de ces pauvres gens. L'eau gèle et ils ont les pieds qui gèlent. Donc ça, mais ça c'est la réalité en acte de votre discours. Vous détournez le non, la Patrick... Mais la réalité en acte de mission, mais qu'est-ce que vous racontez? Oui, Orban, c'est votre ligne. Monsieur, non mais pardon, déjà... Bah on peut reprendre les choses à la base ou pas? Ok, reprenons les choses à la base. On laisse parler Marion Maréchal. Vous nous dites, et à juste titre... On fait que ça depuis tout à l'heure, mais c'est normal. Et à juste titre, il est très compliqué de gérer cet afflux pour des raisons humanitaires, pour des raisons évidemment vitales et du danger que représente cette traversée, notamment en Méditerranée, même si c'est pas le seul point de passage. Et il est extrêmement compliqué, et c'est vrai, même si la France est très en deçà de ce point de vue-là, d'expulser ces personnes, même si je considère qu'il y a des marges de manœuvre importantes. Aujourd'hui, donc la question devrait être posée, et c'est peut-être la question que devrait se poser d'ailleurs Monsieur Darmanin dans cette loi immigration, quelles sont les raisons pour lesquelles les personnes tentent cette traversée, parfois au péril de leur vie, et pour lesquelles elles viennent en France. Et donc là, regardons en face le fait qu'il y a des appels d'air, c'est-à-dire des incitations, du fait, je vous en ai évoqué un certain nombre tout à l'heure, d'un accès particulièrement laxiste à la nationalité, de la possibilité de la régularisation, d'une politique du regroupement familial particulièrement généreuse, d'un accès aux aides sociales particulièrement généreux. Vous avez vu les queues pas seulement, on est aussi un pays de passage pour aller en Grande-Bretagne. Vous avez vu les queues devant les préfectures, les gens qui font la queue des 4 heures du matin, et ils sont des centaines pour essayer de quémander un titre de séjour. C'est pas vrai qu'on est laxiste. Les causes, je suis d'accord qu'il faut s'attaquer aux causes, mais les causes, c'est pas ça. Les causes, c'est les causes, Madame Le Pen, Madame Maréchal, pardon, excusez-moi lapsus, c'est les dictateurs, par exemple, dans les pays africains, qui pillent les ressources et qui affament leur peuple. Ça, c'est une vraie cause. Pourquoi l'Italie est un pays de transit, alors? C'est intéressant. Parce que l'Italie, c'est la porte d'entrée géographique. On pourrait se dire, ils vont tous s'installer en Italie et rester, et c'est pas le cas. Pourquoi? C'est moins. D'abord, c'est pas un pays que de transit. Il y en a qui restent en Italie. Très largement de transit. C'est un pays où il y a plus de chômage qu'en France. Et d'ailleurs, ces fameux clandestins de Lampedusa, une semaine après, étaient à la frontière. Mais ils veulent principalement aller en Grande-Bretagne, en Allemagne. C'était en tout cas les témoignages de ces migrants. Mais c'est faux. L'Italie est un pays beaucoup moins riche que la France. Même les journalistes, et pour le coup, même vos confrères de BFM, d'ailleurs, qui travaillent avec vous, quand ils ont fait un reportage sur le sujet, on dit à l'antenne, en les interrogeant, ils ont dit qu'ils sont une majorité à vouloir aller en France. Mais regardons en France, pourquoi? Parce que simplement, il y a un système particulièrement généreux à tous les niveaux qui font qu'ils ont la garantie quasi absolue, une fois qu'ils sont rentrés illégalement, de pouvoir avoir un certain nombre d'avantages que n'ont pas d'ailleurs un certain nombre de Français, parce que même sur le plan des soins, je ne vais pas vous le rappeler, mais enfin c'est quand même... Bien sûr, ils ont accès à l'hôpital américain, les clandestins. Ils ont accès à 100% de prise en charge des soins, ce que les Français eux-mêmes n'ont pas le droit. Voilà. Dans un pays qui, je le rappelle, quand même n'est pas en d'extrêmement bonne situation financière. Mais c'est bien, écoutez, au moins, on a des vrais désaccords et ils sont... révélé ce soir. Et on change un peu de sujet. On n'a pas parlé de l'actualité internationale. J'imagine que vous lisez toute la presse et pourquoi pas même l'Humanité. Ce matin, je lis pas l'Humanité. Mais vous voyez la une, j'imagine, en kiosque de temps en temps. Et la une de l'Huma aujourd'hui sont affichés ce que l'Humanité appelle les inconditionnels de Netanyahou. Et d'ailleurs, il y a M. Bardella qui fait partie du groupe affiché par l'Huma. Entre autres, il y a M. Ciotti, la présidente de l'Assemblée nationale, M. Valls aussi. Est-ce que vous auriez pu être dans ce groupe inconditionnel de Netanyahou? Je ne sais pas, de manière générale, je ne regarde pas l'Humanité pour connaître les catégories dans lesquelles... Non, mais vous savez, vous, quelle est votre position par rapport au Premier ministre israélien? C'est ça ma question. Non, mais moi, je pense qu'il y a deux sujets dans cette histoire. Il y a d'une part le peuple israélien, les victimes israéliennes, auprès duquel il faut être résolument, bien évidemment.
parce que ce qui est arrivé est absolument atroce. Et d'ailleurs, on devrait en tirer des conclusions face à l'ennemi commun qui se présente face à nous, au-delà des revendications, on va dire, liées à cette configuration géopolitique, le fait que nous avons cet ennemi commun qui est le djihadisme islamiste. Et que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, une branche des frères musulmans en France, qui branche à laquelle appartient également le Hamas. Le Hamas, ce sont les frères musulmans qui ont la même devise et qui ont des méthodes, alors armées dans ces pays, mais d'infiltration dans les nôtres. Donc voilà, maintenant, le gouvernement israélien, moi je ne suis pas... Je ne suis pas là pour défendre inconditionnellement ce gouvernement israélien. Est-ce que vous soutenez, par exemple, je trouve ça logique qu'il souhaite se défendre, mais je considère, par exemple, qu'il ne doit pas y avoir de punition collective de la population civile. Donc pas de blocus, par exemple. De Gaza. Moi, je ne suis pas très à l'aise, évidemment, quand on bloque l'eau et la nourriture et que, de fait, on touche indirectement des enfants qui n'ont rien demandé. Maintenant, je ne vais pas vous mentir non plus, je n'ai pas la réponse magique. Donc une offensive terrestre massive... Vous seriez contre comme Emmanuel Macron ? Ça fait 75 ans qu'on n'a pas la réponse. Donc c'est pas moi ici qui vais vous donner la réponse à une situation qui est tellement compliquée qu'aujourd'hui le Hamas lui-même utilise les populations civiles en bouclier et qu'il y a 200 otages, dont des otages français, et donc la volonté de les récupérer. Donc évidemment que de toute façon ce sera extrêmement complexe. Maintenant, moi, ce que j'attends du président de la République, au-delà de déclarations parfois improvisées à l'international, comme cette fameuse coalition sur laquelle il a rétropédalé. Et que la coalition anti-Daesh pourrait être élargie à refuser, Hamas, puisque les fameux pays de cette coalition à l'époque, notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar, sont aujourd'hui des fervents défenseurs de la cause palestinienne. Bref, on voit derrière cette improvisation que les choses n'étaient pas très claires. Mais moi, ce qui m'intéresse de la part du président de la République, une fois de plus, c'est de faire en sorte que ce conflit de civilisation qui se dessine ne se transforme pas en guerre civile en France. Et donc pour ça, j'y reviens, il est indispensable que plutôt que d'avoir un ministre de l'Intérieur qui va dans le lycée Averroès proche des frères musulmans, qui va à Bussy-Saint-Georges dans des mosquées fréristes, interdise les frères musulmans exactement comme nous l'avons fait, comme l'Autriche l'a fait, et c'est pas un gouvernement fasciste en l'occurrence, et ferme toutes les ramifications qui s'y rattachent. Et j'irai même plus loin. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. On est d'accord, mais oui, ça ne se fait pas. Il ne peut pas demain signer un décret en disant j'interdis les frères musulmans, malheureusement. D'accord, mais peut-être une loi déjà pour commencer et se donner les moyens ensuite de ces fermetures. Il y a un certain nombre de pays. Une loi qui dirait quoi ? Un certain nombre. En l'occurrence, en Autriche, il y a une loi qui interdit toute détention et propagation des penseurs, de l'idéologie, de la littérature, des slogans des frères musulmans. Et évidemment, de ce fait-là, ils ne peuvent toucher aucune sorte de subvention publique, ce qui est le cas bien souvent d'ailleurs de toutes ces ramifications. Et pardon, j'irai plus loin parce que derrière votre sujet d'actualité, il y a un sujet très important qui est celui de la Turquie. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que Erdogan a fait quand même une déclaration très inquiétante, qui n'a d'ailleurs pas été publiquement condamnée par le président de la République, où il explique que le Hamas, je dis bien, je parle pas des Palestiniens, j'ai le Hamas, est donc un mouvement de résistance, comprenez, n'est pas un mouvement terroriste, et refusant par là, évidemment, de condamner les actes atroces qui ont été perpétrés. Et ça nous interroge quand même, parce que la Turquie est membre de notre alliance militaire commune, je rappelle l'OTAN. C'est une supercherie depuis des années. Il est candidat pour entrer au sein de l'Union européenne. Il a touché à ce titre près de 15 milliards d'euros et les campagnes de préadhésion ne sont pas à l'arrêt. Et c'est un pays également qui a un courant turc, des frères musulmans aussi, qui s'appelle Miligorus, qui a, pour le coup, ça a été listé, à peu près 70 mosquées, qui a plusieurs centaines d'associations. La moitié des imams détachés salariés dans notre pays, donc par l'étranger, sont turcs. Voilà, donc à un moment donné, cette situation géopolitique dramatique et inflammable doit nous permettre de tirer toutes les conséquences aujourd'hui sur l'infiltration islamiste de notre pays. Et peut-être que là, nous arriverons aussi indirectement à traiter au moins une partie des problèmes de l'assimilation, une partie des problèmes des émeutes. Encore une question chacun. Céline Birkaoui. Moi, j'ai une question parce que du coup, là, vous parlez de condamner le Hamas, Daesh, etc. Mais la Cour de cassation a ordonné un nouveau procès pour contestation de crimes contre l'humanité de Zemmour, qui avait dit en 2019 que Pétain avait sauvé des Juifs français. C'est obsessionnel, en fait. Du coup, non, mais c'est pas obsessionnel. Vous êtes de ce parti. Non, mais c'est obsessionnel. Non, mais vous êtes quand même candidate du parti. Donc, du coup, moi, je me demande comment vous faites l'équilibre entre ça. Et en plus, vous aimez particulièrement la justice, la Cour de cassation. Du coup, comment vous jouez l'équilibre entre défendre les Israéliens et avoir des propos comme ça qui contestent? Vous êtes en train de m'expliquer, de faire un parallèle entre des gens qui violent des femmes, découpent des bébés, égorgent des personnes, et le procès d'Éric Zemmour. Ah oui, parce que Mme Maréchal Pétain, c'était pas mieux
Mais enfin, écoutez, Pétain, excusez-moi, l'occupation, l'Allemagne nazie, c'était pas mieux que le Hamas. L'oncle Bah d'Éric oui. Zemmour a été déporté. Oui, mais il a un discours super bizarre Sa famille sur Pétain. a été privée de la nationalité française sous Vichy. Arrêtez d'essayer de faire croire. La Cour de cassation, mais il est pétainiste Zemmour. Il suffit de prendre ses livres. La Cour de cassation islamo-gauchiste, c'est ça. Je peux pas dire, malheureusement, c'est vrai. Je peux C'est pas triste, dire autre mais chose c'est que ça, mais vrai. j'ai même pas envie de rentrer dans ce débat. Je veux dire, quand on connaît l'histoire personnelle d'Éric Zemmour, c'est grotesque. Il est un gaulliste fervent. Vous lui retirez ça peut-être? Il n'est pas un gaulliste fervent, Éric Zemmour. Moi, je trouve plus pétainiste que gaulliste. Exactement, oui. Églantine Delalleux. Vous savez, c'est terrible. Mais parce c'est que triste, mais je vois- c'est comme je vois ça. le plateau que j'ai en face de Mais moi. c'est un des seuls à Je me dis défendre qu'en encore fait, on a Pétain toujours- aujourd'hui. On n'a toujours pas avancé, quoi. Bah C'est-à-dire non, c'est qu'en sûr, fait, quand on est encore à défendre on Pétain, on n'avance continue d'avoir des gens dont la seule obsession, c'est de rester bloqué sur la lutte antifasciste de l'extrême droite. Alors moi, pour votre information, moi je suis né en 1989. Bah, et Pour alors, votre moi information. aussi. Donc c'est quand même la Seconde Guerre mondiale, c'est loin 14 pour moi. juillet. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le défi le défi 10 Ah, décembre. vous en avez Si vous voulez entendu me souhaiter parler mon de la anniversaire, Vous 10 ne pouvez pas décembre. dire la Seconde Guerre mondiale, c'est Donc, loin. Vous oui. avez quand même entendu parler, même pendant votre enfance, ne Pardon. serait-ce que. Pardon, Vous voyez. mais je veux dire, je veux À pas qu'on l'école se disperse, républicaine, parce que le justement. problème, c'est qu'à force de faire des procès, une fois de plus, j'y reviens, face aux gens qui ont voulu prévenir, ont voulu alerter, je trouve que on perd en efficacité sur la sécurité des Français. Et moi, je désespère de voir qu'après ce qui s'est passé, on a un professeur qui vient d'être décapité. Eh bien, on en est encore à faire le procès de ceux qui avaient alerté et avaient proposé des mesures. Parce que moi, je vais vous dire, j'ai une forme de Le frustration. professeur a été poignardé, pas décapité. Oui, quand même, soyons poignardé, clairs. vous avez raison. Il y a eu d'autres, je pensais à Bien sûr. l'occurrence à Samuel Paty aussi Oui, par ça, le passé. Mais je vais vous dire, moi j'ai une forme de désespoir. C'est-à-dire que après le Bataclan, je fais une vidéo dans laquelle je défends déjà un certain nombre de mesures que je suis obligée de rappeler aujourd'hui. Donc, excusez-moi, mais le menace pour la France, aujourd'hui, c'est pas moi. C'est pas moi. Églantine Delalleux, dernière question. Oui, pour vous, c'est une guerre politique ou une guerre de civilisation, ce qui se passe entre Israël et le Hamas? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de civilisation. Je pense qu'il y a deux choses qui se recoupent. Il y a une spécificité, bien sûr, géopolitique liée à un conflit territorial entre Israël et la Palestine, mais par-dessus se superpose un conflit de civilisation face aujourd'hui à l'avancée d'un islam radical, djihadiste, voire terroriste, évidemment incarné par le Hamas, mais aussi par toutes ces... Alors, c'est qui contre qui, si c'est civilisation? C'est ce que je viens de vous dire, c'est l'ennemi commun du djihadisme international. D'ailleurs, preuve en est, lorsque Tous les historiens vous donnent tort par rapport au Hamas, le fondateur du Hamas, qui est aujourd'hui grassement hébergé au Qatar, a appelé au djihad international juste après l'attaque du Hamas, et il a trouvé d'ailleurs des soldats armés pour pouvoir frapper en France, puisqu'en l'occurrence, le Dominique Bernard, qui est décédé, est une victime de cet appel au djihad international. Quand on voit, par exemple, dans les manifestations pro-palestiniennes, des personnes qui crient Allah Akbar. Donc cette Non, guerre c'est de une civilisation, personne, c'est faux. Non, c'est pas une personne, Ouais, c'est si. une foule entière. Et donc, Regardez les images. cette guerre de civilisation peut s'importer donc en France, c'est ce que vous mais dites. elle s'importe de fait. Elle Et s'importe donc en de France, fait. c'est qui contre Elle qui s'importe alors? de fait. Quand vous entendez ce cri religieux, quel rapport entre la défense des civils palestiniens? Parce qu'à la limite, on peut manifester ou défendre les civils palestiniens. Mais quel rapport? Ça prouve bien qu'il y a... Ça prouve bien. Et donc qu'il c'est y a qui contre qui en une France? dimension C'est- religieuse. C'est qui contre qui en France quand vous parlez de Mais guerre je de comprends pas où vous civilisation? voulez m'amener, madame. Mais non, c'est mais pas clair pour vous. Pas du tout, on parle C'est de pas guerre. clair Non, pour vous vous. parlez de guerre de... C'est pas clair pour Non, vous qu'il y a vous des parlez de islamistes guerre- dans le pays et des djihadistes donc- et des terroristes Mais non, mais potentiels parce que et que c'est ça l'ennemi numéro un. vous nous dites qu'entre Israël et le Hamas, c'est par rapport au djihad islamique. Vous nous dites que cette guerre de civilisation peut s'importer en France. En France, c'est qui contre qui? Mais je viens de vous répondre, madame. Mais dites-moi. Les islamistes, le djihadisme, sa branche armée terroriste. Contre- Et contre tout. l'Occident, Et d'ailleurs, finalement, contre les je dirais même tous les idiots utiles aujourd'hui de l'extrême gauche. Enfin, d'ailleurs, pas si idiots que ça, parce que manifestement, ils font un calcul électoral bien dégueulasse, pardonnez-moi du mot, aujourd'hui, que sont l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon, qui refuse justement de condamner la dimension terroriste du. De l'autre côté, l'extrême droite Vous parlez- récupère. Oui, vous parlez de et qui Jean-Luc aujourd'hui Mélenchon. sont dans L'électorat un juif aussi de l'autre côté, islamo-gauchiste dégoulinant, voilà, et qui sont en effet des acteurs aussi de ce conflit de civilisation qui l'attise, On a qui en vendu 20 joue minutes pour électoralement. avoir Vous pensez le mot que c'est islamo-gauchisme. par antisémitisme? Ah bah probablement qu'il y a un peu de ça. Je vous pose la question parce que vous avez probablement peut-être pour lu, certains, pas si vous ne pour lisez tous. pas l'UMA, vous lisez peut-être Le Point, et il y avait l'éditorial de Gisbert ce matin qui était titré « Après les Le Penades de Jean-Marie, voici les Mélenchonneries de Jean-Luc ». Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, il y a quand même
Petite différence, c'est qu'en l'occurrence, Jean-Marie Le Pen, à l'époque, avait plutôt alerté sur cette menace du djihadisme. Et ce qui est sûr... On parlait d'antisémitisme, pardon. C'était ça mon terrain. Non, je sais que c'est votre obsession de... Non, c'est pas mon obsession, c'était celle de Monsieur Le Pen. Très bien, mais moi, en l'occurrence, je réponds de mes propres propos, si vous voulez bien. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a aujourd'hui une explosion des actes et des agressions antisémites dans notre pays. Et 719 d'ailleurs recensés depuis le 7 octobre. C'est tout à fait spectaculaire et ça n'est pas tout à fait nouveau non plus, parce que ce sentiment d'insécurité, nos compatriotes juifs l'ont depuis longtemps. Ils ont parfois quitté. Mais qui est antisémite? C'est l'extrême gauche ou l'extrême droite aujourd'hui? Mais madame, elle est où l'extrême droite dans ce pays? Excusez-moi, mais enfin... Non, mais on parle de l'extrême droite aujourd'hui. Non, on parle du RN, on parle de... C'est une vraie question d'ailleurs. Pour vous, qui est l'extrême droite aujourd'hui dans ce pays? Mais pour moi, l'extrême droite, elle n'existe pas sur le plan politique. Il n'y a pas d'extrême droite en France. C'est les islamistes. Mais moi, il y a justement quand même quelque chose qui m'interpelle et qui, pour le coup, est l'apanage de l'extrême droite. C'est que les étrangers, et j'ai évoqué les points d'accord qu'on peut avoir, vous en faites les uniques responsables de tous les mots MAUX quand on lit, quand on écoute les discours, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'en gros, tous nos problèmes... Il y a beaucoup de problèmes liés à l'immigration. Voilà. Liés à l'immigration, en tout cas. Et je trouve que ça n'est pas au niveau que devrait être aujourd'hui un discours politique par rapport à la situation de la France. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter de dire la vérité aux gens. Est-ce que vous me rejoignez sur le fait qu'en France, on a aussi un problème de temps de travail qui crée énormément de difficultés dans notre pays? On a un problème de surfiscalité parce que l'État prend en charge beaucoup trop de choses et les immigrés ne sont pas les seuls responsables de ça. On a un problème de surréglementation généralisée. On a perdu le goût de l'excellence. On n'a plus d'influence à l'international, notamment parce que l'Europe se disloque et vous êtes anti-européenne. J'ai fini. Et vous êtes anti-européenne. Et donc, ça, c'est un peu l'angle mort, malheureusement, de tous ces discours d'extrême droite, c'est que vous ne pensez pas le reste. Or, à mon avis, moi, on a beaucoup d'autres problèmes que simplement nos compatriotes musulmans ou l'immigration de masse. Vous portez un jugement très dur et très caricatural sur le discours qui est le mien, mais en l'occurrence, le discours qui est le vôtre et qui était celui de la candidate que vous avez défendue, Valérie Pécresse, il a fait moins que celui d'Éric Zemmour. Donc, en termes de crédibilité... mais répondez sur le fond, pourquoi vous répondez là-dessus? J'ai l'impression que ceux aujourd'hui qui manquent de crédibilité et qui n'ont pas reçu la confiance... Bon, Zemmour n'a pas beaucoup de crédibilité non plus. C'est bien davantage, en l'occurrence, votre parti LR et Valérie Pécresse. C'est vrai qu'il est crédible. Enfin, si on part sur ce terrain, alors c'est le Rassemblement national qui a plus de crédibilité que le parti d'Éric Zemmour. Est-ce que vous êtes d'accord que mon discours... Est-ce que sur le fond, vous êtes d'accord? Bien sûr, mais moi je n'ai jamais dit, excusez-moi, mais moi je n'ai jamais dit que le seul problème de la France était l'immigration. Je dis que c'est un problème substantiel qui a des conséquences dans plein de domaines, et notamment économiques. Vous n'avez parlé presque que de ça ce soir. Bien sûr qu'il y a, parce que vous m'avez interrogé là-dessus. Enfin, je veux dire, je veux bien revenir pour qu'on fasse un débat sur l'économie. On sait que par exemple Zemmour, il y revient tout le temps. Éric Zemmour, il revient tout. Même sur le Hamas, vous avez parlé de ça. En l'occurrence, c'est logique. Julie, je vous rejoins sur le fait, bien sûr, il y a une surréglementation en France. Il y a trop d'étatisme, il y a trop de dépenses publiques. Il y a probablement d'ailleurs aussi un travail qui n'est pas suffisamment valorisé par rapport à l'assistanat, une politique d'assistanat qui est devenue structurelle aujourd'hui. C'est indéniable. Donc là-dessus, je vous rejoins. J'ai pas vu dans votre programme que vous ayez beaucoup bossé le sujet. C'est ça que je veux dire. Quand on va sur le site de Reconquête, on n'a pas grand-chose sur ce sujet-là. Vous êtes tête de liste Reconquête, justement, pour les européennes. Vous avez vu, j'imagine, passer ces sondages, notamment ce sondage IFOP pour le Figaro, qu'on va peut-être pouvoir voir si le vote avait lieu demain. Voilà ce qu'ils disent. C'est 28% pour Jordan Bardella, du Rassemblement national. Vous êtes à 6%, Marion Maréchal. D'autres sondages sont parus entre-temps. Hier, le point sur le scrutin présidentiel. Cette fois, s'il avait lieu demain, ce serait Marine Le Pen qui arriverait en tête avec 29,5 et Éric Zemmour à 6,5. Donc très loin derrière. Est-ce que parfois vous ne regrettez pas d'avoir quitté le navire Rassemblement national ? Non, mais moi, je ne regrette rien, parce que dans ce cas-là, avec ce type de raisonnement, je devrais regretter de ne pas avoir rejoint Emmanuel Macron, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui a gagné en 2027. Oui, enfin... non, mais pardon, mais ma boussole, en fait, elle est a priori, vous avez plus de points communs avec Marine Le Pen. Elle est celle de mes idées. Et aujourd'hui, moi, je suis sur une ligne qui est celle de la défense de l'identité, qui est sur, en effet, un programme économique différent de celui de... Et la réunion des différentes droites, toujours ou pas? Oui, faisons plus simple. Donc, un programme plutôt économiquement de droite, si je devais simplifier, comment dire, une opposition résolue contre toutes les dérives woke et la défense, en effet, portée par d'ailleurs de nombreux Français de droite aussi, de cette alliance des droites que moi j'appelle de mes voeux. Je la défendais déjà quand j'étais au Rassemblement national. Mais pardon, dans cette alliance des droites, est-ce que vous incluez le Rassemblement national? Bah évidemment.
Bah évidemment. Et le Rassemblement Voilà, national, donc, tu as mais- tendu la main dimanche dernier pour Ah les non. européennes, si avec Jordan Bardella Pas du tout. Je suis sur le plateau du grand rendez-vous. Non, Jordan Pourquoi vous Bardella n'acceptez pas m'a proposé de rejoindre le Rassemblement national. C'est pas tout à fait la. Et vous ne c'est voulez entendu, la pourquoi même vous chose. n'acceptez Mais- pas? Pardon, mais aujourd'hui, je ne défends pas la même ligne que le Rassemblement national. Et vous voulez l'union Il y a- des droites? Il y a des convergences, bien sûr, mais il y a aussi des divergences. Donc moi, ce que j'ai proposé, et je l'ai dit dès le début de cette campagne, j'ai dit, puisqu'il y a des convergences sur des partis, sur des sujets essentiels, mettons-nous autour de la table et discutons de ce que nous pouvons faire, comme nous l'avons tenté de le faire d'ailleurs aux législatives. Cette main tendue a été refusée. Ils ont dit, ah bah non, à la limite, vous avez qu'à venir au Rassemblement national. Moi, j'ai envie que les idées auxquelles je crois gagnent. Et ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, la politique du parti unique, ça ne fonctionne pas. Aucun parti politique, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est pas de la faute du Rassemblement national, Aucun parti n'est majoritaire. ne peut gagner tout seul. Voilà, tous les gouvernements qui sont arrivés au pouvoir l'ont fait dans le cadre de coalition. On peut le déplorer, c'est comme ça. Alors, aucun parti ne peut embrasser à lui tout seul toutes les sensibilités. Aujourd'hui, il y a une sensibilité propre à Reconquête. Il y a des gens qui sont à Reconquête qui ne sont pas au Rassemblement national. Et donc moi, je déplore qu'on soit pas en effet Vous capable aimeriez de faire la ça. NUPES de droite. Une différence entre tout le monde. Maintenant, je vais vous le dire. Attention aussi au jugement définitif. Aujourd'hui, nous commençons cette campagne avec potentiellement 6 députés européens, vous l'avez rappelé. Il reste 8 mois de campagne. Souvenons-nous quand même que la fois dernière, les Républicains étaient autour de 15% dans les sondages, ils finissent à 8%. Et contre-exemple, M. Jadot était autour de 6-7 et il finit à 13%. Voilà. Donc l'histoire politique... Et à n'est pas l'inverse, finie. Éric Zemmour pour la présidentielle était très haut au début et très bas à la fin. Mais bien sûr, mais il y a un défi aujourd'hui, celui d'installer ce nouveau parti politique. Mais ce que je veux dire, c'est que ne nous trompons pas non plus d'élection. C'est-à-dire que moi, je veux bien que l'enjeu de cette élection soit d'arriver premier, mais en fait, le sujet, c'est pas celui-ci. Le sujet, c'est de savoir quel député européen on envoie au Parlement européen pour changer la majorité du Parlement européen et sortir Madame von der Leyen. Une fois de plus, j'ai entendu les mots de Jordan Bardella, vous en parliez à l'instant, mais le Rassemblement national est arrivé premier en 2014, ça n'a pas empêché Emmanuel Macron d'être élu, il est arrivé premier en 2019, ça n'a pas empêché c'est fini, Emmanuel Macron Charles, d'être on est réélu. très en Donc juste, retard. ne nous trompons pas d'élection, c'est une élection à un tour, à la proportionnelle, donc c'est pas un vote de calcul, c'est un vote de conviction. On en reparlera d'ici juin 2000. On parle d'économie la prochaine fois, si vous voulez. D'ici juin Avec grand 2024. plaisir. Ça se trouve, on sera plus Et d'accord d'Europe, que- parce que On aura le temps, Charles, on aura le temps. sur le côté l'immigration. europhobe m'aurait intéressé. Ce n'est qu'en juin prochain, les Européennes, on aura le temps de nous revoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Marion Maréchal.